journée. Et puis, on va accueillir notre deuxième intervenant pour cette première partie, donc, qui est Bertrand Nouaille. Vous êtes professeur de philosophie et vous allez justement nous proposer une réflexion sur qu'est-ce que la folie pour voilà, faire la place à la philosophie dans cette journée. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Non. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Et c'est assez impressionnant pour moi de parler devant vous et surtout devant des professionnels et des patients et des aidants en psychiatrie. Alors moi, j'aimerais faire un pas de côté puisque je vais effectivement vous parler du concept de folie. Alors pourquoi est-ce un pas de côté? Puisque ce concept de folie n'est plus un concept scientifique. Il n'est plus vraiment en usage dans la psychiatrie. Il n'a plus vraiment d'utilité nosographique. Il est trop large. On parle désormais davantage de troubles psychiatriques et on a des catégories nosographiques beaucoup plus précises. Mais si la, la folie n'est pas un concept, n'est plus un concept scientifique, c'est un concept dégradé. Si je reprends un mot qui a eu qui est un peu d'actualité. Il n'empêche que ça reste un concept vulgaire, et c'est en tant que concept vulgaire que j'aimerais aborder la folie. Alors, concept vulgaire, il ne faut pas le prendre en mauvaise part. Il ne s'agit pas de dire que c'est un concept trivial et un concept creux. Il s'agit surtout de dire que c'est un concept commun qui est porté par la langue commune. Et j'aimerais, avec vous, étudier un petit peu ce qu'il en est, comment on peut étudier le concept de folie quand on regarde et quand on prend comme fil directeur la langue et la manière dont le terme de folie a pu être porté par la langue. Alors, la première chose que l'on peut remarquer, c'est que la langue française ou les langues ramassent quelque chose comme une inquiétante étrangeté de la folie. Vous savez que c'est un concept de Freud, quand Freud analyse cette inquiétante étrangeté, il va essayer de montrer que l'inquiétant, ce n'est pas l'absolument autre, mais que l'inquiétant, il se glisse dans l'écart au cœur du familier, dans le proche, qui aurait, si vous voulez, une indéfinissable et insaisissable fêlure. Donc, en quoi la folie est-elle une inquiétante étrangeté? Tout simplement parce que nous prenons tous conscience, nous qui sommes des personnes, on va dire, saines, nous prenons tous conscience que nous pouvons à tout moment devenir un fou. Et que finalement, on aurait pu être cet homme devant nous, nous aurions pu être cet homme que l'on caractérise ou que l'on définit de fou ou que l'on juge de fou. Autrement dit, entre le sensé et l'insensé, la différence est moins de nature que de point de vue. On pourrait presque dire que qui sait si nous ne sommes pas le fou de quelqu'un. Donc cette première approche qui finalement va montrer que tout un chacun peut devenir fou, c'est une approche qui a été mise en avant par un philosophe humaniste de la Renaissance, que vous connaissez peut-être, qui est Erasme, et qui a écrit un petit livre, un petit texte extrêmement célèbre qui s'appelle Éloge de la folie. Et dans ce petit texte Éloge de la folie, Erasme fait parler la folie à la première personne. Donc c'est la folie qui dit je. Et ce que Erasme montre, c'est qu'au fond, vous avez un certain nombre de comportements humains que l'on peut, qui sont déraisonnables, mais qui finalement expliqueraient l'histoire des hommes, de sorte que dans cet éloge de la folie, Erasme finalement se met à la place de la folie, qui va juger le comportement des hommes et qui va considérer qu'au fond, la folie est la règle du comportement des hommes. Autrement dit, ici, vous avez un renversement. La folie n'est pas le hors-règle, mais au contraire, c'est la règle. Mais c'est une règle faussée, puisque c'est une règle qui ne nous permet pas d'aller droit. Parce que si je prends le terme de règle, la règle, c'est ce qui nous permet de tracer un trait droit. Autrement dit, Erasme est en train de poser la question suivante, et si la normale était finalement la norme?
Autrement dit, il y aurait une sorte de logos de la folie. La folie ne serait pas hors logique, il y aurait une règle propre à la folie, un logos propre à la folie, et qui serait distinct, différent du logos propre de la raison, on va dire, rationnelle. Donc, une des premières questions que l'on peut poser, c'est quel est ce logos de la folie? Quelle est cette logique propre à la folie qui n'est pas la logique de la raison raisonnable? Une première approche serait de dire que, une première façon de penser la chose, serait de dire que la folie a été comprise comme une déraison. Alors, déraison ne veut pas dire absence de raison. De la même manière que quand vous rentrez dans la chambre de vos enfants et que vous dites que la chambre est en désordre, en fait, la chambre n'est pas en désordre, sauf que c'est juste un ordre qui n'est pas celui auquel vous vous attendiez. C'est un autre ordre. Et donc, vous le qualifiez de désordre. Et on pourrait presque dire que qualifier quelqu'un de déraisonnable ou ayant une déraison, ça ne veut pas dire qu'il ne possède pas la raison, ça veut simplement dire que la manifestation de la raison en lui est une autre manifestation que celle qu'on était en droit d'attendre de lui. La folie est une déraison, à savoir que elle est ce qui défait la marche logique de la raison, elle est ce qui défait la norme de la raison, mais défaire une norme, ça veut dire faire autrement. Ça veut donc dire aussi faire avec une autre norme ou avec une autre logique. Donc à partir de là, quelle est cette logique ou quelle est cette norme de la déraison qui a été que la philosophie a pu, enfin, de la déraison qui a été un petit peu une des premières approches de la folie de la folie par la philosophie. Alors regardons un petit peu la langue ordinaire. Et dans la langue ordinaire, nous voyons une première série d'expressions qui sont intéressantes. Alors, un coup de folie, c'est de la folie, c'est fou, fou de, un film qui s'est intitulé Fou d'Irène, je suis fou de toi. Voilà. L'expression amoureuse peut passer par une expression de la folie. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces expressions-là de la langue française? Qu'est-ce qu'elles nous disent de ce concept de folie que je prends comme un concept vulgaire au bon sens du terme? Alors, ces expressions, elles nous disent que finalement, ce qui caractérise la folie ici, c'est la marque d'un excès. Et fou, celui qui produit un excès. Cet excès se caractérise par l'idée qu'il s'agit de dépasser les limites de l'entendement. Donc, ce que nous sommes prompts à qualifier de fou ou de folie ici, ce sont des événements qui ne paraissent pas saisissables par les catégories de la raison, par lesquelles nous ordonnons le réel. Autrement dit, la folie, c'est le surgissement d'un désordre, c'est l'échappée du réel hors de ses propres lois, qui sont aussi celles de la raison. Donc, on pourrait, à partir de là, se demander si cet excès, cette sortie hors du réel, ou cette sortie hors des normes, on pourrait se demander donc si cette logique de la folie, ces normes propres à la folie, est-ce qu'elles contestent, est-ce que ce sont des normes qui contestent donc l'équilibre et la stabilité? Donc le fou est celui qui finalement va contester l'équilibre et la stabilité. Mais l'équilibre de quoi? Est-ce que la folie conteste l'équilibre et la stabilité des sociétés, ou est-ce que la folie conteste l'équilibre et la stabilité de la nature? Donc vous avez une première ambiguïté, à savoir, est-on fou parce que l'on contrevient à l'équilibre et à la stabilité de la société, ou est-on fou parce que l'on contrevient à l'équilibre et à la stabilité de la nature, notamment par exemple la nature de son corps? Donc voilà une première ambiguïté et voilà une première manière de penser et de circonscrire ce concept vulgaire de la folie. Mais si maintenant je poursuis le fil directeur de la langue commune, nous pouvons constater qu'il y a un deuxième type d'expression dans la langue qui font appel au terme de folie. Voilà, je vous les donne. On dit aussi à la folie. On dit aussi faire des folies. Et notamment dans le domaine sexuel, on dit faire des folies de son corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on n'a pas ici une autre approche, une autre manière de comprendre la folie quand on emploie ces expressions? Donc, avec ces expressions, nous retrouvons bien toujours l'idée d'excès, l'idée de démesure, hein, donc, qui a été que j'ai remarqué dans ma première approche avec les premières expressions. Mais on a une autre idée ici. On a l'idée de la dépense. La folie, c'est la consommation d'énergie. La folie, c'est la perte totale, c'est la pure dépense.
faire une action à la folie. Alors, évidemment, ici, je fais signe vers un philosophe que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Georges Bataille. Et Georges Bataille dit qu'on est un sujet souverain lorsque on accepte aussi la dilapidation. Et maintenant, si je regarde du côté de la société, et dans toutes les sociétés, il y a des temps de la dilapidation, il y a des temps où l'on dépense en pure perte, et ces temps, ce sont les temps de la fête. Et justement, lorsque nous sommes dans ces temps de la fête, nous sommes bien dans des temps de la folie, puisque nous pouvons qualifier des événements festifs en disant ah c'est fou, c'est de la folie, toutes ces personnes qui sont devant moi et qui s'agitent. Et on qualifie la fête comme étant des temps de la folie parce qu'on constate que les individus agissent à la folie, c'est-à-dire qu'ils agissent sans compter. C'est-à-dire que dans les temps de la fête sont suspendues les logiques de la thésaurisation, sont suspendues la logique du calcul, de la prévision, de l'effort, de l'accumulation. Et dans les temps de la fête, c'est exactement la norme est complètement inversée. Ce sont autrement dit, nous avons affaire dans les temps de la fête à un autre ordre, celui de la dépense somptuaire, et qui organise autrement les rapports sociaux. Et donc c'est Roger Caillois, un anthropologue du XXe siècle français, qui a étudié la fête, où il constate qu'il y a des temps, par exemple le carnaval, où tout ce qui est interdit est autorisé, où les rapports de classe sociale sont renversés, où se comporter à la folie, faire des folies, n'est plus perçu comme une menace, ni comme une exception, mais perçu comme quelque chose de normal. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la logique de la dépense, notamment celle de la fête, fait partie intégrante du fonctionnement social. Il faut que les sociétés laissent des espaces et des temps de fête où justement nous pouvons nous comporter à la folie. À l'inverse, les sociétés seraient anormales de ne pas connaître ces temps et ces espaces de la fête, comme serait peut-être également anormal l'individu qui n'aurait pas en lui-même la puissance d'agir à la folie. Il est donc normal de pouvoir faire des folies, mais il devient anormal de ne pas pouvoir en revenir. En quelque sorte, le fou, c'est celui qui agit tout le temps à la folie et qui ne parvient plus à revenir de cette action. D'où l'inquiétante étrangeté de la folie, comprise comme pure dépense, c'est que non seulement nous en sommes tous capables, nous sommes tous capables d'agir à la folie, penser à la passion amoureuse, mais que parfois, dans certaines circonstances sociales, il faut l'être fou. On nous demande d'être fou, les temps de la fête. Mais on nous demande d'être fou pour ensuite mieux assurer et mieux revenir dans les normes sociales. Et dit alors fou, celui qui est fou à contretemps, celui qui est fou pas au bon moment, pas au bon endroit. Mais entre lui et nous, il y a bien un air de famille. Voilà, en ce qui concerne, donc si je fais un résumé de cette première approche, nous avons considéré que la folie paraît qualifier ce qui échappe à la puissance ordonnatrice des catégories de la raison, de sorte que la folie est des raisons. La logique de cette déraison, c'est celle de l'excès, de la démesure, autrement dit la mesure de la folie et la démesure, et nous avons aussi vu que la folie pouvait aussi faire signe vers la dépense, vers la dilapidation. Maintenant, je continue ma réflexion cette fois-ci me demandant, et ça c'est une figure encore plus inquiétante, jusqu'à présent on a appréhendé la folie comme qualifiant des comportements extérieurs. Et notre étalon de mesure pour comprendre la folie, pour comprendre la démesure, c'est que nous avons pris comme étalon de mesure la raison elle-même. Maintenant, qu'en est-il lorsque c'est la raison elle-même qui devient folle? Qu'en est-il lorsque c'est la raison qui s'échappe d'elle-même? Autrement dit, comment comprendre la folie lorsqu'elle ne qualifie plus une action ou lorsqu'elle ne qualifie plus un événement, comme la fête, mais lorsqu'elle qualifie une faculté? Cette fois-ci, qu'est-ce que ça veut dire lorsque la raison devient folle elle-même? Alors, on a une faculté qui a pu être considérée et qui a pu être pensée et déterminée comme folle par essence. Et cette faculté, c'est l'imagination. Et c'est Montaigne qui a qualifié l'imagination comme la folle du logis. Donc, et pourquoi? Parce que l'imagination, par essence, est la faculté de la démesure et la faculté de l'illimitation.
et la faculté qui n'a pas à tenir compte des normes et du réel surtout, et qui est capable de s'échapper du réel. Donc maintenant, ma question est la suivante, qu'en est-il lorsque c'est la raison elle-même qui devient la folle du logis et non plus l'imagination? Or, cette question, elle a été posée par le plus rationnel des philosophes, à savoir Descartes. Et Descartes, dans un de ses ouvrages les plus célèbres, les Méditations métaphysiques, à un moment donné, Descartes, il parle de la folie, il parle des fous. Et ça a fait couler énormément d'encre, un énorme débat entre Foucault et Derrida pour essayer de comprendre ce passage. Alors, je vous résume très très rapidement. Les méditations métaphysiques, Descartes, il cherche à trouver un fondement à la science et à la connaissance. Il se dit, quel est le principe à partir duquel nous pouvons construire tous nos savoirs? Et il faut que ce principe, je m'assure qu'il soit absolument vrai. Pour savoir s'il est absolument vrai, il faut qu'il ne puisse faire l'objet d'aucun doute. S'il fait l'objet du moindre doute, si j'ai la moindre raison de douter de ce principe, alors il ne peut pas servir de principe à mes connaissances. Et à un moment donné, dans les méditations métaphysiques, dans la première méditation métaphysique, Descartes, il se demande si on pourrait mettre au principe de toutes nos connaissances l'affirmation selon laquelle j'ai un corps. Nous avons un corps. Est-ce que le fait d'avoir un corps, est-ce que l'affirmation selon laquelle nous avons un corps est une affirmation qui ne fait l'objet d'aucun doute et que l'on peut mettre au fondement de toutes nos connaissances? Et voilà ce que dit Descartes. Je vous lis, hein. Mais encore que l'essence nous trompe quelquefois, touchant les choses peu sensibles et fort éloignées, il s'en rencontre peut-être beaucoup d'autres, desquelles on ne peut raisonnablement douter, quoique nous les connaissions par leurs moyens. Par exemple, que je sois ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains et autre chose de cette nature. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps soient à moi? Est-ce que là, l'affirmation sur laquelle j'ai un corps et je suis devant vous, est-ce que c'est une affirmation qui ne fait l'objet d'aucun doute? Okay. Et Descartes va dire, ça fait l'objet d'un doute. Ça fait l'objet d'un doute, et l'argument de Descartes, c'est ce qu'on va appeler l'argument des fous. L'argument du fou. Et voilà ce que dit Descartes. Descartes dit ceci, il y a pour des personnes, l'évidence que nous avons un corps n'est pas si évidente que cela pour certaines personnes, et Descartes prend l'exemple des fous. Il y a une décorrélation entre l'idée que les fous se font de leur corps et la réalité même de leur corps. Voilà ce que dit Descartes. Donc, et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps soient à moi? Réponse de Descartes. Si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés, de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches, ou avoir un corps de verre. Mais quoi? Ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. Bon, passage extrêmement célèbre. Foucault dit, vous avez ici le symbole, selon Foucault, de l'exclusion des fous hors de la société. Donc c'est ce texte de Descartes qui, aux yeux de Foucault, marque au XVIIe siècle l'émergence de l'asile, c'est-à-dire le fait que l'on va exclure les fous de la société et les enfermer dans les hôpitaux, dans les hospices, dans les asiles. Ok, c'est pas grave. Du coup, je voudrais finir en fait pour vous dire que Descartes, en fait, voilà ce qu'il dit. Alors, est-ce que Descartes il exclut les fous? J'aimerais faire trois remarques très rapidement, et après j'arrêterai là. Je vous dirai juste ce que vous n'avez pas pu entendre parce que je n'ai pas le temps. La première remarque que je voudrais faire sur ce passage, c'est que Descartes, il n'exclut pas les fous dans ce passage. Il n'exclut pas les fous pour la simple et bonne raison qu'il se compare aux fous. Donc, pour qu'on puisse se comparer à quelqu'un, encore faut-il qu'il y ait une commensurabilité entre des choses comparées, entre les choses que l'on compare. Si Descartes se compare avec les fous, c'est parce qu'il estime qu'il y a quelque chose, qu'il possède quelque chose de commun avec les fous. Et ce qu'il possède de commun, c'est ce que Descartes appelle le bon sens, c'est-à-dire la raison, discours de la méthode. Les insensés, aux yeux de Descartes, ne sont pas des individus qui ne possèdent pas de raison. Ils possèdent une âme au même titre que Descartes, et ce que Descartes appelle, ils possèdent une âme pensante. Donc, première chose. Deuxième chose, à ce moment-là, mais si les insensés possèdent une raison, pourquoi sont-ils insensés? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont insensés?
Descartes, dans le passage que vous avez lu, il va dire les fous possèdent une âme pensante, au même titre que n'importe quel homme, mais le problème va être dans la manière dont l'âme va s'articuler avec le corps. Autrement dit, le problème, c'est dans le réglage entre l'âme et le corps au niveau d'un organe particulier qui s'appelle le cerveau. Autrement dit, Descartes va dire, l'insensé, c'est celui qui rencontre un déréglage au niveau du cerveau. C'est celui qui a un organe défectueux. Et là, vous avez une idée intéressante du concept commun de la folie. Après la déraison, après l'excès, après la dépense, le fou, c'est le dérangé. Là, Descartes, il dit, voilà, la folie peut se marquer par l'idée d'un dérangement d'un organe particulier qui s'appelle le cerveau, et non pas de l'âme, de sorte que Descartes, à partir de là, va dire qu'il va être tout à fait possible, puisqu'il y a un dérangement de la machine qui est le cerveau, il est donc tout à fait possible de venir régler de nouveau ce cerveau. Et donc, Descartes est celui qui pense qu'il est possible d'intervenir techniquement pour réarranger le cerveau, pour le désencombrer, de sorte que, loin de rejeter l'insensé, Descartes admet les insensés dans la famille des hommes, dans la famille des individus, dont les mots pourront trouver une réponse du côté de la médecine. Le dérangement n'est pas une fatalité. Et la troisième remarque que je voudrais finir, c'est que si Descartes dit à la fin de son passage « Mais moi, je ne suis pas fou », malgré tous les points communs que je peux avoir avec eux, je ne suis pas fou. Pourquoi Descartes n'est pas fou? Parce que Descartes dit, je ne suis pas fou parce que moi, je suis en train de faire un projet philosophique je suis en train de méditer métaphysiquement. Or, celui qui peut méditer métaphysiquement, ça ne peut être que l'homme sensé. Pourquoi? Parce que Descartes dit, moi, je ne suis pas fou parce que dans mon cheminement méditatif, ce que je recherche, c'est la vérité. Donc, moi, Descartes, je recherche la vérité, et parce que je recherche la vérité, je ne peux pas non plus m'identifier à l'insensé, parce que j'ai une orientation. La vérité est ce qui m'oriente. Autrement dit, j'adopte une méthode et je ne suis pas dans l'errance. Donc là, maintenant, à contrario, qu'est-ce que c'est que la folie? Et là, vous avez un quatrième terme qui est intéressant. La folie n'est plus considérée comme le dérangé, celui qui est dérangé, mais la folie ou le fou est le désorienté. Celui qui n'a pas un orient, celui qui n'a pas une boussole, celui qui n'a pas un chemin vers lequel il tend, il est désorienté, dit Descartes, parce qu'il n'a pas comme orient la recherche de la vérité. C'est celui qui a perdu le contact avec la recherche de la vérité. Et si j'avais eu le temps de finir, je vous aurais parlé du dernier concept, du dernier terme qui peut intéresser la folie, à savoir le concept d'aliénation. Le fou, c'est celui qui est étranger à lui-même. Et à ce moment-là, je vous aurais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire être étranger à soi? Est-ce que ça veut dire être étranger à l'espèce humaine, être étranger à la nature humaine? Très dangereux, nazisme. Est-ce que ça veut dire être hors de soi, être étranger à soi-même? Est-ce que ça veut dire être hors de soi? Et là, nous aurions eu un sixième terme pour pouvoir penser la folie, qui est le terme de possession. Le fou, c'est le possédé. Il est hors de soi. Et la dernière fois, est-ce que l'aliéné est celui qui est hors de sa personnalité? Qu'est-ce que ça veut dire être étranger à soi? Est-ce que je suis étranger à l'espèce humaine? Est-ce que je suis étranger? Est-ce que je suis hors de moi-même? Ou est-ce qu'à ce moment-là, je suis hors de ma propre personnalité? Est-ce que je suis exilé de ma propre personnalité? Ce qui doit interroger, du coup, le concept de folie interroge le concept de personnalité. Qu'est-ce que c'est qu'une personnalité? Voilà ce que j'aurais fait. Et j'aurais fait ça avec Buffon, un philosophe du XVIIIe siècle, mais je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, si j'ai compris, la folie fait partie de la vie, hein, et elle nous concerne tous. Donc, c'est intéressant ce concept-là. Donc, mis à part ça, est-ce que vous avez des questions? Profitez de notre philosophe qui a peu le temps de tout nous dire, mais nous avons tout entendu. Merci beaucoup, Bertrand, pour ce très bel aperçu de la définition. Moi, il y a un aspect auquel j'avais pas vraiment pensé, mais c'est celui du déséquilibre par rapport à la nature ou par rapport à la société, et notamment par rapport à la société, et l'exemple des sociétés totalitaires qui ont tendance à traiter de fou tout opposant et toute personne qui cherche à dépasser justement la société et les enfermer. On a connu ça
dans beaucoup de régimes. Et ma question, elle est philosophique et politique, peut-être un peu, c'est est-ce que c'est à la société de définir qui est malade et qui ne l'est pas, ou est-ce que c'est à la personne elle-même de le définir? Bon, je reconnais bien là que tu es grand lecteur de Canguilhem. Euh, alors, donc Canguilhem, c'est un philosophe de la médecine qui a écrit un livre qui s'appelle Le normal et le pathologique, dans lequel il réfléchit à la question de la norme. Et effectivement, pour construire son concept de norme, il va prendre comme exemple les maladies psychiatriques. Et donc, Canguilhem, c'est un de ces philosophes qui considère que la maladie ne peut être définie. Enfin, euh, la maladie est d'abord l'expérience de se sentir mal par un individu. Donc, à partir de là, deux questions se posent. Une première question, qui dit que je suis fou? Est-ce la société qui dit que je suis fou puisque je n'ai pas, je n'ai pas les comportements qui correspondent aux normes sociales, mais avec les temps de la fête, bizarrement, un comportement considéré comme anormal en temps ordinaire devient normal durant un temps de la fête, euh, ou bien est-ce que c'est l'individu lui-même qui a à se dire ou à se définir comme fou. Alors, avec le problème que, et là, c'est compliqué, hein, parce que il est possible que certains individus ne se reconnaissent pas fous, alors même qu'ils ont des comportements et des actions, voire même psychiatriquement établis comme... Donc, est-ce que ça veut dire que la psychiatrie va venir assigner une identité sur un individu et va demander à cet individu de correspondre à cette identité qu'on lui assigne de l'extérieur? Ou bien est-ce qu'il faut faire en sorte d'amener l'individu à ce qu'il reconnaisse lui-même euh, sa propre identité par un cheminement intérieur, etc. Euh, donc, je réponds mal à la question, mais et donc derrière la question de la norme, c'est les normes sociales et ce que fait le nazisme, enfin ce que font les régimes totalitaires, c'est qu'ils vont considérer que les normes sociales sont fondées sur des normes naturelles. Et donc il va y avoir un mélange entre des normes, enfin il va y avoir une confusion entre normes sociales et normes naturelles. De la même manière que des lois de la nature, on ne peut pas en discuter. La loi de la gravité, ça fait débat de personne. Donc, la tentation totalitarisme, si je parviens à ce que les normes sociales aient le même statut que des lois de la nature, alors ça devient indiscutable. Les normes sociales n'ont plus à être discutées, comme on ne discute pas des lois de la nature. Et à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir établir un racisme soi-disant fondé sur une science. Voilà. L'antisémitisme nazi est un antisémitisme qui a cru être scientifique. Merci. La question de notre collègue Jean-Étienne et plus encore même votre réponse me fait penser à cette phrase de Sartre, l'enfer c'est les autres. C'est parce qu'on a besoin de l'autre pour se définir soi-même que ça commence à poser problème. Et je me disais en vous écoutant, est-ce que finalement, ce n'est pas celui qui est apparemment déviant ou autre ou en dehors qui nous fait le plus progresser? Alors, là aussi, qu'est-ce que c'est qu'une norme? Une norme ne se reconnaît que parce que, et ne va s'appliquer que parce qu'elle va être nécessairement transgressée ou contestée. Autrement dit, la norme ne peut exister et ne peut fonctionner comme norme que précisément parce qu'elle va rencontrer de la contestation. Et c'est parce qu'elle rencontre de la contestation et de la transgression qu'elle va chercher à éliminer ou surmonter cette transgression. Donc, les philosophes, je vous en ai pas parlé, mais lorsque les philosophes vont s'intéresser à la raison et à la logique, et qu'on vont chercher à établir des normes rationnelles, eh bien, une des façons qu'ils vont faire, c'est d'aller regarder du côté de la folie, d'aller regarder de ce qui conteste la norme. Comment puis-je définir la raison? Comment vais-je m'y prendre pour définir la raison? Peut-être aussi en regardant ce qui m'apparaît comme étant extérieur à la raison.
Donc, en effet, peut-être que ce qu'on appelle les déviants ou les fous, ils ont des choses à nous apprendre et en fait, c'est peut-être aussi une manière pour l'homme, ça a été une manière pour l'homme d'explorer sa propre rationalité, justement en allant se confronter au risque de l'irrationalité. Donc, oui, j'ai envie de vous dire absolument, c'est pourquoi l'antipsychiatrie, à un moment donné, a été d'ouvrir en disant, mais sortons, enfin, faisons en sorte que les personnes que l'on enferme, on ne les enferme plus. Laissons-les vivre parmi nous, parce que nous avons à apprendre d'eux, parce que nous portons peut-être tous en nous un moment de folie. J'ai presque envie de vous dire que le fou, on est tous fous, mais qu'est-ce qui fait qu'on se distingue des fous? C'est parce que nous avons toujours des comportements qui sont appropriés à la réalité, à la réalité. Et le fou se reconnaît au fait qu'il a des comportements non appropriés par rapport à la situation sociale dans laquelle il se trouve. Il agit à contre-temps. J'ai presque envie de dire que le fou n'est pas fou par nature, mais il agit à contre-temps. Enfin, c'est une hypothèse. Hein. Moi, j'ai pas. Enfin, ça se trouve, elle est complètement fausse. Hein, donc, faut pas vous. Voilà. J'ai envie de vous poser la question. Alors, qu'en est-il pour le sujet du jour, l'autonomie? Parce que c'est vrai que d'un point de vue éthique, cette question de l'autonomie s'est érigée comme un principe, donc comme une forme de norme. Et avec tout ce qu'on entend, la folie comme la normale, la folie comme ce temps où finalement on dilapide, on dépense, versus un principe qui est quand même très normé et qui pose question d'ailleurs, parce que dans le monde du soin, on voit bien qu'à bien des égards, l'autonomie, c'est quelque chose qui va être presque impossible dans le grand âge, dans les maladies neurodégénératives et dans la psychiatrie. Donc finalement, est-ce que des champs comme celui de la folie nous amènent pas à devoir faire évoluer cette norme qui, dans bien des situations de soins, est inapplicable? Et qu'est-ce que vous en penseriez par rapport justement à ce rapport entre folie et autonomie, au sens où voilà, l'éthique l'a définie depuis plusieurs années maintenant et qui nous pose tant de questions? Ouais. Non, si. Alors, je vais répondre, mais je pense que ma réponse ne va pas répondre à votre question. Alors, une façon de définir l'autonomie, se donner à soi-même sa propre loi, une façon de la définir serait d'en passer par un truc très classique, le doute et la critique. Nous sommes d'autant plus libres que nous sommes capables de douter et de critiquer. Qu'est-ce que c'est que le doute ou qu'est-ce que c'est que la critique? C'est la capacité que nous avons à nous décoller de nous-mêmes. C'est la capacité que nous avons à finalement nous décentrer de nous-mêmes de telle manière à pouvoir avoir une réflexivité sur nous. Okay. Comment faire en sorte que par exemple, je prends l'exemple de la folie, que les personnes ayant des troubles psychiques puissent retrouver une autonomie? Ça serait de les amener justement à pouvoir se décoller d'eux-mêmes, de se décentrer d'eux-mêmes. Et peut-être là, une des manières de considérer l'absence d'autonomie serait que la personne non autonome est une personne qui ne parvient pas à se détacher de ses automatismes, de ses habitudes et de ses attachements. Reste enfermé dans ses habitudes et ses détachements. Autrement dit, peut-être que l'aliéné, il est hors de lui-même parce qu'il est justement trop attaché à ses habitudes et ses attachements. Donc peut-être une façon de réintroduire un jeu, une marge une marge serait d'amener justement les patients, ils sont patients, ils sont passifs, de les amener justement à retrouver finalement une capacité à s'aventurer hors de ce qui pour eux est un confort, parce que c'est là où ils vivent le mieux, à savoir dans un milieu qui rétrécit, qu'ils maîtrisent bien, et à leur faire en sorte qu'ils puissent finalement aller à l'aventure. Moi, je qualifierais la liberté comme étant la capacité que nous avons tous à pouvoir, à des moments donnés, faire l'expérience de l'aventure.
Est-ce qu'on pourrait considérer que finalement le patient psychiatrique il est autonome dans son environnement Il est autonome dans son environnement. et on lui fait une certaine violence en lui demandant d'être autonome dans notre Oui, environnement? il est autonome dans son environnement. C'est ça, en fait. Ça, c'est Goldstein. C'est Kurt Goldstein, la structure de l'organisme. Il est autonome dans son environnement, sauf que son environnement, c'est un environnement qui ne supporte pas l'accident, qui ne supporte pas l'imprévu. C'est-à-dire que le malade, qu'il soit le malade psychiatrique ou le malade habituel, il parvient parfaitement à vivre sa vie de malade parce qu'il réduit son milieu de telle manière à ce qu'il n'y ait aucun accident, aucun imprévu qui arrive. Donc, quand j'ai une grippe, je suis bien que dans mon lit. Donc, je réduis mon milieu à mon lit et c'est dans ce lit-là que j'arrive à supporter et à être bien. Et ne pas être malade, c'est avoir la capacité, ce que dit Canguilhem, ne pas être malade, c'est avoir le luxe de tomber malade et de s'en relever. Donc, lorsque je ne suis pas malade, lorsque justement je parviens à répondre aux accidents, aux imprévus de mon milieu et à modifier mes propres allures de vie, mes propres comportements. Et alors, voilà, peut-être que le trouble psychiatrique, on vit très bien, il vit très bien dans son milieu, mais qu'est-ce qui se passe lorsque tout d'un coup un imprévu arrive? Et c'est là où la folie surgit. Mais vous avez raison, dans son milieu à lui, il est parfaitement bien. Pardon. Juste, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Enfin, vous parlez du confort du malade. Enfin, pour côtoyer des malades depuis, en psychiatrie depuis des années et des années, non, enfin, nos patients, ils souffrent. Enfin, vous ne pouvez pas dire de cette façon-là, vous ne pouvez pas dire qu'il est confortable dans son milieu. Tout à l'heure, dans le rapport du comité consultatif d'éthique qui nous a été présenté, on nous a parlé de l'incidence du suicide dans ces populations-là. Donc, je pense qu'il faut nuancer les choses et la façon. Alors, probablement parce que vous êtes amené à les dire un peu rapidement et de façon un peu, du coup, peut-être un peu caricaturale, mais je crois quand même qu'il faut nuancer le propos. En tout cas, je me permets de le faire pour souligner les difficultés que rencontrent nos malades dans leur propre fonctionnement, les mises en danger auxquelles ils s'exposent par eux-mêmes. Enfin, Alors, merci parce que vous avez raison, je vais trop vite. Quand je dis que évidemment, quand le malade vit dans un milieu qui est le sien, quand évidemment il souffre, et il souffre de quoi? Il souffre de ne pas pouvoir vivre dans un autre milieu que le sien. Et c'est ça aussi qui fait sa souffrance. Il aimerait bien, peut-être aussi. Enfin, je ne sais pas, mais peut-être ça, c'est Canguilhem. Alors, mais peut-être que un malade psychique ou qui a un trouble psychique, peut-être que oui, il souffre précisément de ne pas pouvoir aussi comment dirais-je, déployer une puissance de vivre dans laquelle il peut justement risquer, se libérer. Vous voyez, finalement, il souffre d'avoir un rapport à son milieu, enfin, d'avoir un rapport au monde qui serait peut-être un rapport rétréci. Mais bon, mais je suis d'accord avec vous. C'est ça que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de dire que le malade ne souffre pas. Hein. C'est ça que je veux dire. On a encore deux questions sur le coup. Oui, allez-y. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, le malade qu'on dit fou, c'est peut-être celui qui refuse de croire et qui, du coup, est pris d'angoisse. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à changer mes habitudes, j'ai beaucoup de mal à sortir de mon environnement, à pas faire comme d'habitude. Et d'ailleurs, ça se voit bien, enfin, même sur le plan, je sais pas moi, climatique. On sait tous très très bien ce qu'il faudrait faire pour rendre la planète encore habitable, et puis pourtant personne n'y arrive. Enfin, je veux dire, est-ce que le fou, au contraire, c'est pas celui qui a vraiment conscience de sa vulnérabilité et de sa fragilité, et qui ne croit pas, et qui n'est pas dans un déni quand même. Enfin, voilà. Je sais pas. Là, quand j'avais répondu à la question en disant
Oui, j'essaye je me dis, ben, du coup, ça va un peu dans le sens de mon propos en disant, ben, il y a peut-être des. Finalement, je pense que cette journée, je pense que l'un de vos thèmes, ça va être à un moment donné de se poser la question de la normalité. De ce que. Parce qu'il y a effectivement l'approche psychiatrique, définition des troubles et avec des médicaments, etc. Et puis, il y a derrière la question de ce qu'on appelle être normal. Et donc, est-ce que le fou est anormal ou est-ce qu'il vit selon d'autres normes que nous dévaluons, que nous avons, nous, un jugement négatif sur les normes qui sont celles qu'adopte la personne folle. Et on serait tous plus ou moins normaux ou plus ou moins anormaux, au sens où nous avons tous des normes que nous avons adoptées, mais que nous, certains, nous dévalorisons certaines normes. Je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, vous souhaitez pas que votre enfant, notre idéal de vie n'est pas, il y a des idéaux, des vies qu'on ne souhaite pas vivre. Est-ce qu'on souhaite vivre une vie de fou? Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, c'est passionnant. Merci beaucoup pour votre intervention et pour ce débat qui a suivi. Nous vous proposons de nous arrêter pour un temps de pause qu'on va peut-être réduire à 15 minutes pour essayer de garder le timing. Et donc, on se retrouve à 11 h pour poursuivre cette réflexion. Merci beaucoup, Monsieur Noailles.